Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Première question avant toute chose, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien les slides? Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Vous allez avoir les slides et nos vidéos sur la gauche et à droite, vous avez un petit chat en bas à droite dans lequel vous pouvez nous parler et vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Il est juste à gauche de chat. Aujourd'hui, on est avec hop, je vais essayer, voilà. On est avec Aménis, Aménis qui est social media manager de Solidarité Internationale. On va réaliser une interview d'Aménis dans quelques minutes, mais je suis également accompagné d'Apolline. Salut Apolline. Bonjour. Apolline, elle est chargée de la relation client chez Swello et elle a mené une étude, vous allez le voir dans un instant, sur plus de 50 associations, une étude sur la présence des associations sur les réseaux sociaux. De mon côté, juste avant de commencer, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swello. Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Threads, Facebook, X et bientôt Blue Sky. On vous le dit en avant-première. On est bientôt sur Blue Sky. Swello, c'est une plateforme en 3 temps. Vous allez pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur les réseaux que j'ai pu citer. Bonjour à toutes et à tous, j'en profite. Il y a tout le monde. J'en profite d'ailleurs, il y a Maureen aussi qui est avec nous, petite parenthèse, qui va répondre aussi à vos questions, qui va interagir avec vous dans le chat. Et du coup, merci beaucoup Maureen d'être avec nous. Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes vraiment très nombreux, très nombreuses. Donc merci beaucoup pour votre confiance une fois de plus pour ce nouveau webinar. Je continue donc avec Swello. Comme je le disais, donc c'est un outil en 3 temps qui va vous permettre de faire de la veille, de la programmation, de l'analyse sur les réseaux que j'ai pu citer. Pour vous donner quelques petits noms, on travaille avec l'ensemble des ministères, ambassades, académies, préfectures, France Télévisions, Rennes, Ville et Métropole, les Boulangeries Ange, Le Petit Futé, la Ligue contre le cancer et bien d'autres institutions, bien d'autres écoles, médias et énormément d'associations, notamment Solidarité Internationale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mener cette étude. Alors cette étude, elle est divisée en 3 parties, enfin cette présentation est divisée en 3 parties. La première partie, c'est le contexte et l'analyse de l'étude qu'on va réaliser ensemble. Ensuite, on va voir un petit peu plus d'apprentissage et des bonnes pratiques sur la deuxième partie. Et enfin, on finira sur cette interview avec Aménis. Petit contexte, avant de laisser la parole à Apolline, petit contexte, c'est surtout un lien pour télécharger cette étude dès maintenant, puisque en plus du webinar, vous avez accès à un document sur Notion avec toutes les statistiques vraiment détaillées. Encore bravo, Apolline, d'avoir réalisé Merci. cette étude. Vous allez pouvoir y accéder. Donc voilà, Maureen vous met le lien en commentaire. Sinon, vous pouvez scanner le QR code qui est à gauche. Et sinon, vous avez le lien directement swell.to/étude-asso-2025. Dans tous les cas, vous aurez le replay de ce webinar et dans tous les cas, on vous remettra cette slide à la toute fin, mais ça vous permet d'avoir les chiffres sur lesquels on va se baser durant ce webinar si jamais vous voulez en savoir plus. Du coup, je vous parlais du contexte. Quel est le contexte de cette étude? C'est une étude basée sur 50 associations de toute taille, on va le voir dans un instant, sur plus de 27 000 postes qui ont été analysés entre la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Donc sur une période d'1 an, on a vraiment tout analysé sur les réseaux suivants, Instagram, Facebook, LinkedIn, X et TikTok. Petite information sur notre webinar, on a décidé de vraiment faire un focus sur les réseaux les plus utilisés par les associations, c'est-à-dire Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, vous allez le voir, il va y avoir quelques petites surprises, mais on s'est basé vraiment sur ces 3 réseaux. Pour continuer sur le contexte, on a analysé des profils sociaux, des associations de divers secteurs, à la fois aide humanitaire, éducation, environnement, handicap, innovation, technologie et bien-être et santé. L'idée, c'était d'avoir un panel assez large, à la fois sur les secteurs, mais également sur la taille des communautés, puisque ça va de 100 sans abonnés à plus de 100 000 abonnés. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir vraiment toute une analyse à ce sujet. C'est des assos qui sont à la fois très locales, mais également nationales, comme je le disais, pour avoir un panel assez large. Tout ça, encore une fois, c'est à retrouver sur l'étude. Vous avez le lien sur le chat. Apolline, je te laisse commencer cette petite analyse avec les chiffres clés. Merci pour cette introduction. Du coup, on va voir maintenant les chiffres clés de l'étude. Alors, comme disait Jonathan, on a analysé beaucoup de postes sur beaucoup d'associations, mais on va se concentrer aujourd'hui uniquement pendant ce webinaire sur la présence des associations sur les réseaux sociaux, donc sur quels réseaux elles sont présentes en majorité, le nombre d'abonnés médians, les formats qui engagent le plus sur ces réseaux et également le taux d'engagement par réseau social.
Donc pour commencer, au niveau de la présence des assos sur les réseaux, on peut voir donc que LinkedIn, Facebook et Instagram dominent avec 92% pour LinkedIn, 84% pour Facebook, 80% pour Instagram. On a ensuite encore pas mal d'assos présentes sur X avec 57% et seulement 2% sur TikTok. C'est vrai que TikTok, c'est une plateforme qui demande énormément de temps et de créativité et les associations n'ont pas forcément les moyens humains et financiers pour se permettre d'encore investir cette plateforme. Au niveau du nombre d'abonnés médians, alors tout d'abord, on a choisi de vous donner la médiane, c'est-à-dire que 50% 50% des associations ont moins d'abonnés et 50% des associations ont plus d'abonnés que ce chiffre et non pas la moyenne qui, elle, peut être, pas forcément, représentative parce qu'il y a des associations qui ont énormément d'abonnés et des associations qui sont petites et qui ont pas beaucoup d'abonnés et donc c'est pas forcément représentatif. Donc au niveau du nombre d'abonnés médians, on est à 3 000 sur LinkedIn, ce qui est énorme, on peut le dire. On est à 1 900 sur Facebook et 695 sur Instagram. Pour les formats qui engagent, sur LinkedIn, on a les carousels qui se démarquent énormément avec plus de 29% d'engagement, suivi des albums avec 20% d'engagement et des photos avec, entre guillemets, seulement 8% d'engagement. Pour rappel, sur LinkedIn, les carousels, ce sont les formats PDF que vous importez et qui se passent sous forme de slides. Les albums, ce sont les posts avec plusieurs photos. Et quand vous verrez écrit photos, c'est les posts qui concernent les photos uniques. Donc, on voit une grande différence entre les carousels et les photos. Sur Facebook, on a la vidéo qui domine énormément avec 38,8% d'engagement, ce qui est loin devant les albums et les photos qui ont, eux, respectivement 12,4% et 6,8% d'engagement. Donc, on a une grande différence entre les vidéos et les albums et les photos. Pour Instagram, la différence entre les types de formats est beaucoup moins élevée que sur LinkedIn ou Facebook. On a les carousels qui engagent à 7,19%, les posts avec photo unique à 6% et les vidéos à 5%. On va maintenant parler du taux d'engagement par réseau. Donc, pour rappel, le taux d'engagement est calculé de la manière suivante: les réactions, les commentaires, les partages et les clics divisés par les impressions. Donc, en fait, on prend toutes les interactions de vos posts et on les divise par les impressions de ces posts. Ça permet d'avoir un moyen représentatif de l'engagement que chaque post a eu. On voit donc que sur LinkedIn, encore une fois, ça domine avec 11,92% de taux d'engagement. Et un peu plus loin derrière, Instagram avec 5,8% d'engagement, suivi de Facebook assez proche à 5,21% d'engagement. Je vais maintenant laisser la parole à Jonathan. Mais c'est très gentil, merci beaucoup, merci pour ces premiers éléments. Oui, l'idée là, c'est de vraiment aller plus loin, aller sur des petits détails, notamment savoir pourquoi tel réseau prend cette ampleur ou pas, et notamment LinkedIn. LinkedIn qui domine. Vous le verrez lorsque vous téléchargerez l'analyse. LinkedIn a quasiment partout, je crois, les meilleures stats. Pourquoi? Parce que LinkedIn, aujourd'hui, ça offre une visibilité ciblée auprès à la fois d'institutionnels, de mécènes, de partenaires. LinkedIn, pour moi, c'est vraiment un des réseaux sociaux du moment, mais c'est vraiment un réseau social. Vous voyez, quand je like un de vos posts, ma communauté va voir vos posts. Et du coup, c'est ça, un réseau social. Par exemple, là, on est en train de vous faire un webinar. Vous allez sûrement en parler autour de vous, je l'espère, par exemple sur LinkedIn, mais aussi à vos collègues. Pour moi, c'est ça un réseau social. On partage, on échange et on diffuse une information. Et LinkedIn, ça a encore ce rôle. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il a ces très bonnes stats. Ces chiffres, les chiffres que vous verrez sur l'étude, ça montre vraiment que les assos investissent de plus en plus ce réseau social, non seulement pour la visibilité, bien sûr, mais aussi pour fédérer les parties prenantes que j'ai pu citer, les parties prenantes professionnelles. Donc voilà, LinkedIn, si vous n'y êtes pas encore, mais d'après les chiffres, les assos, vous y êtes vraiment, ça domine. Deuxième point, ça va être sur Facebook. Facebook reste prioritaire. Oui, pourquoi? Parce que la petite stat à connaître, c'est que Facebook, c'est la plateforme sur laquelle les assos, dans notre étude, ont publié le plus de posts. Ça représente à peu près 8000 posts publiés.
Pourquoi? Parce que ça reste la plateforme la plus simple à utiliser, avec une base d'abonnés souvent existante. Et même si, à mes yeux, Facebook est moins un réseau social que LinkedIn, par exemple, il y a encore les groupes, les communautés et une association, ça reste une communauté, un groupe. Et en tant qu'humain, on adore se regrouper autour d'intérêts communs. C'est pour ça que, à mes yeux, les communautés sont toujours présentes. Alors, elles sont bien assises puisque Facebook, ça fait quand même un bout de temps, mais elles sont toujours présentes et elles interagissent avec justement vos posts. Encore une fois, la petite stat intéressante, c'est que Facebook reste la plateforme la plus utilisée, mais pas forcément celle, et on l'a vu, qui a le plus d'engagement. Donc voilà, ça reste aussi intéressant. Enfin, Instagram séduit, c'est certain. On le voit d'ailleurs sur les dernières stats, puisque je crois qu'Instagram avait un meilleur taux que du Facebook, mais reste encore moins investi. Sur Insta, il y a moins de stratégies qui ont été réellement construites d'après l'étude qu'on a pu réaliser. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que la qualité visuelle manquait parfois. Donc le petit conseil, ce serait peut-être d'aller un petit peu plus loin sur Instagram. D'ailleurs, des petites stats sur Insta, il y a 58% des assos qui ont moins de 1000 abonnés, alors que sur Facebook, il y a seulement 29% des assos analysés, étudiés, qui ont moins de 1000 abonnés. Donc on voit vraiment qu'il y a, d'ailleurs c'est ce que représentait le taux moyen, le taux médian justement Mmh. du nombre d'abonnés. On voit qu'il y a moins d'abonnés sur les comptes Insta généralement. Ce qu'on voit, c'est que du coup, sur Insta, les assos ont encore des communautés naissantes, alors que sur Facebook, comme je le disais, elles sont mieux implantées. Peut-être parce que Facebook était un des premiers réseaux à sortir et du coup regrouper ces communautés, alors qu'Insta, alors c'est pas récent comme réseau social, mais ça prend de plus en plus d'ampleur au fil du temps. En résumé, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait pas force, enfin, qu'il y avait peu de moyens, mais beaucoup d'idées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut faire des choix. Chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Vous ne pouvez pas être partout. Du coup, notre conseil, et on va le voir parce qu'après, on va justement faire le lien avec les conseils et astuces qu'on va pouvoir vous donner. Notre conseil, mieux vaut bien investir une ou deux plateformes plutôt que d'être partout sans stratégie ou en tout cas avec pas assez de temps pour aller sur les diverses plateformes et déployer les divers contenus. On l'a vu tout à l'heure, la vidéo, ça performe bien, mais ça prend aussi du temps. Donc voilà, il faut faire des choix et c'est un peu cette conclusion pour cette première partie. Et justement, ça fait le lien. Juste avant, n'hésitez pas, je le rappelle, vous pouvez nous poser des questions dans l'onglet questions en bas à droite. Vous pouvez indiquer des petites infos sur le chat et n'hésitez pas dans quelques minutes à retélécharger si ce n'est pas fait notre étude puisqu'on vous mettra le petit QR code. Deuxième partie du coup, bonnes pratiques, les bonnes pratiques qu'on peut vous donner pour une stratégie social media efficace. Et on va débuter avec LinkedIn. Donc à chaque fois, on vous a fait par réseau social 3 bonnes pratiques, 3 astuces, 3 conseils. Sur LinkedIn, la première astuce, Apolline l'a déjà définie tout à l'heure, mais j'en reparle, privilégier les carousels. Je le redis, les carousels, c'est donc un format plutôt PDF sur LinkedIn. Ça va permettre d'avoir des slides où vous allez pouvoir mettre des informations et on sait qu'en tant qu'humain, on a un taux d'attention assez faible. La pertinence du carrousel, c'est que vous allez pouvoir mettre une info par slide, mais les gens vont pouvoir slider assez rapidement. Donc, ça répond à tout. C'est-à-dire que ça répond à nous, en tant que communicants, à notre nécessité de donner de l'info et ça répond aux besoins humains d'aller assez vite et de passer d'une slide à l'autre. Du coup, privilégier les carousels, c'est le format pédagogique par excellence. C'est celui qui cartonne. Aujourd'hui, un carrousel sur LinkedIn, c'est 29% d'engagement. C'est énorme. Vous pouvez, par exemple, présenter un projet, une campagne, un appel aux dons en quelques slides impactantes. Exemple avec notamment le groupe SOS qui, en 7 slides, va vous délivrez ces informations-là. Donc là, la stat, c'est seulement, si je dis pas de bêtises, 35% des assos sont présidés par des femmes. Et donc, à la fois, on a un bon texte avec un hook, avec une accroche qui nous donne envie d'aller un petit peu plus loin. Et à la fois, on a envie de slider à la prochaine slide pour en savoir un petit peu plus. Du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce format pour donner des infos, une info par slide, mais vous pouvez mettre plein de slides si nécessaire. Deuxième conseil, positionnez-vous comme expert de votre cause. L'idée, c'est que, vous le savez déjà, le fond est hyper important, la forme aussi, mais on a vu que potentiellement les carousels, c'était sympa, mais le fond reste
primordial, reste hyper important. Du coup, l'idée, c'est de créer du contenu à forte valeur ajoutée pour éduquer, sensibiliser ou décrypter un sujet en lien avec votre mission. Vous pouvez mettre des chiffres clés, des enjeux terrain, des témoignages. L'idée, c'est vraiment de renforcer votre crédibilité. L'idée, c'est de partager des infos qui vont vous positionner comme expert sur votre cause pour donner encore plus de visibilité à celle-ci. Troisième point et dernier pour LinkedIn, nommez vos partenaires et vos mécènes. Pour rappel, sur LinkedIn, vous avez vos partenaires, vos mécènes, des gens qui vont vous soutenir et même des gens potentiellement qui font partie de vos associations. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces identifications, c'est puissant. Vous pouvez les identifier dans vos publications pour augmenter la portée et créer du lien forcément. Attention cependant, ne nommez pas 20 partenaires ou mécènes dans vos posts. Nommez les personnes avec parcimonie. L'idée, c'est vraiment que ça fasse sens, mais n'hésitez pas à utiliser ces identifications qui fonctionnent bien. On passe maintenant à Facebook. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'onglet en bas à droite. Sur Facebook, misez sur la vidéo. Je pourrais même dire ce conseil-là pour l'ensemble des plateformes, bien entendu. On peut penser à LinkedIn qui a créé un onglet spécial vidéo récemment ou sur Instagram qui, pour concurrencer TikTok, a bien mis en avant ces dernières années la partie Reels. Et bien sur Facebook, c'est aussi des Reels généralement et ça marche bien. D'ailleurs, en 2022, ça n'existait pas forcément sur Facebook, cet onglet Reels, cette mise en avant des vidéos. Et on a détecté sur une autre étude, mais plus sur les offices de tourisme, que ça avait totalement pris la place, mais majoritairement face aux autres formats. Donc la vidéo, ça marche super bien. Quels sont les stats pour notre étude là actuellement? C'est le format le plus engageant. Ça représente à peu près donc 38% d'engagement par vidéo, mais elles sont encore trop peu exploitées puisque ça représente 19% du contenu publié sur Facebook. Alors, bien sûr que c'est hyper intéressant de faire des vidéos. Vous pouvez faire une vidéo de témoignage ou un extrait d'un événement pour capter l'attention. Maintenant, comme on vous le disait, en fonction du niveau que vous voulez donner à votre vidéo, ça peut demander plus ou moins de temps. Donc voilà, là, il faut choisir encore une fois. Si vous voulez vous lancer sur la vidéo, c'est très intéressant et impactant, mais ça peut expliquer aussi ce pourcentage assez, alors je dis faible, mais bon, ça reste quand même une vingtaine de pourcents sur la quantité de posts publiés. Ça peut l'expliquer parce que ça demande beaucoup d'efforts et un petit peu de temps de faire des vidéos. Exemple avec la fondation Tara Océan, qui fait des escales dans certaines villes. D'ailleurs, ils avaient fait une escale à Toulon. On avait pu visiter un de leurs bateaux. Ce que fait Tara Océan, c'est qu'ils vont filmer justement les moments où ils arrivent au port, etc., pour pouvoir illustrer ces missions, ces escales. Et comme on le voit, bon, là, ça a généré 109 réactions, 109 interactions, des commentaires, des partages. Ça marche bien de toute façon. C'est comme ce qu'on dit avec les images où une image vaut 1000 mots. Là, la vidéo, ça marche aussi très, très bien. Deuxième conseil sur Facebook, racontez vos temps forts en album. Alors, petite info par rapport à Facebook, Facebook n'a pas de carrousel. Contrairement à de l'Instagram, on peut mettre jusqu'à 20 slides, contrairement à LinkedIn, qui est donc un PDF, on l'a vu, vous pouvez mettre jusqu'à une centaine, même plus, slides. Sur Facebook, ça n'existe pas. Du coup, pour pallier à ça, c'est plus des albums. Vous pouvez mettre plusieurs médias, plusieurs photos en l'occurrence, et même vidéos. Les albums, donc, qui représentent 28% des posts, génèrent 12% d'engagement. Donc, ça peut être assez intéressant de partager plusieurs médias via les albums. C'est un format qui est idéal. Vous pouvez parler, par exemple, d'une mission, d'un événement ou d'une mobilisation terrain. Encore une fois, ça peut montrer plusieurs facettes justement d'une mission, d'un événement. Donc, ça marche très bien. Et c'est ce qui correspond au carrousel par rapport aux autres réseaux. Enfin, pour Facebook, utiliser les liens, ça oui, mais avec modération et en le mettant en contexte. Alors, quand vous mettez un lien externe sur LinkedIn ou sur Facebook, la plateforme, le réseau social va pas trop aimer le fait qu'il y ait un lien. Pourquoi? Parce que vous faites sortir les utilisateurs de leur plateforme. Donc, par défaut, alors ça, je vous le dis comme c'était un fait, mais ça vient surtout de plein de tests qu'on a pu faire en interne. Par défaut, les liens et les posts qui vont contenir des liens vont être un petit peu mis de côté par l'algorithme. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être visibles, loin de là, mais un tout petit peu dévalorisés face à d'autres formats plus natifs, plus immersifs, qui vont faire rester les utilisateurs sur la plateforme. Du coup, les liens ne sont pas à bannir, mais notre petit conseil, c'est vraiment de les accompagner d'un visuel, d'un texte engageant, pour ne pas tuer la portée.
Autre petit conseil, vous pouvez mettre une image sur votre post et le lien en commentaire. D'ailleurs, on parle très peu de Swello, bien sûr, dans cette présentation, mais sur Swello, on a une fonctionnalité qui vous permet de programmer vos posts, bien entendu, mais également vos premiers commentaires. Du coup, le post se publie et quelques minutes plus tard, le premier commentaire va se publier aussi sur Facebook, sur LinkedIn, avec le fameux lien. Ce qui fait qu'au niveau algorithmique, ça ne vous pénalise pas, mais vous pouvez aussi mettre le lien en commentaire. Bref, voilà, c'est la petite astuce que je pourrais vous donner. L'idée, c'est d'utiliser les liens, oui, mais avec modération et en mettant en contexte, en prenant en compte que les algos aiment moyennement ça. Maintenant, on a plein de contre-exemples où les liens, des posts avec des liens, performent, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à les utiliser. On termine ces petits conseils avec Instagram et ensuite je laisserai la parole à Apolline et à Ménis. Sur Instagram, voici les 3 conseils. Le premier, ah là là, on l'a déjà vu, mais c'est normal parce que les chiffres sont énormes. Publier des carousels. Sur Instagram, vous pouvez faire des carousels avec des photos, des vidéos, vous pouvez mettre des musiques aussi. Donc c'est très intéressant. Pourquoi les carousels sont intéressants? Là, c'est les stats qui parlent. Les carousels aujourd'hui, ça représente 37% des publiés par les assos qu'on a étudiés contre les photos. Donc, on voit que les photos sont publiées en plus grande quantité. Néanmoins, en termes d'engagement, les carousels, c'est 7,19% d'engagement contre 6% pour les photos. Donc, on voit que les photos sont plus exploitées, mais ont un taux d'engagement plus faible, alors que les carousels sont un peu moins exploités, mais ont un taux d'engagement plus élevé. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour raconter une histoire, pour diffuser un message étape par étape. Encore une fois, les carousels, ça correspond très bien aux humains que nous sommes. Donc, n'hésitez pas. Soigner la qualité visuelle, c'est notre petit conseil effectivement lié à cette étude. Comme on vous le disait, c'est un peu notre remarque sur le côté qualitatif des posts, puisque c'est une étude à la fois quantitative et qualitative. Créer des posts avec de l'authenticité, avec une cohérence. Alors, c'est fini les feeds qui ont tous le même code couleur, etc. Maintenant, on est vraiment sur l'authenticité, mais aussi sur la qualité. Les visuels trop institutionnels marchent moins. Ça, pareil, c'est ce qu'on a vu dans notre étude. Donc, l'idée, c'est d'alterner les piliers de contenu avec du terrain, avec des humains, avec des coulisses, voilà, des chiffres clés aussi des fois. Il faut un petit peu alterner tous ces piliers de contenu pour justement que ça ait un impact général et que ça génère de l'engagement par rapport avec votre communauté. Juste à garder en tête, l'authenticité, c'est une des 8 tendances social media qu'on a détectées cette année pour cette année 2025. C'est hyper important, l'authenticité. Dernier conseil pour Instagram, pensez aux stories et aux highlights, aux mises en avant, même si nous n'avons pas de données, malheureusement, dans cette étude, parce qu'Instagram ne passe pas ces données-là, même si on n'a pas de données mesurables, quantifiables, ça reste un levier hyper fort pour l'engagement et la fidélisation de vos communautés. Ça vous permet de mettre en avant des données intéressantes et importantes. Événements, appels aux dons, actions terrain, témoignages, ça marche super bien. Les stories à la une. On a pris l'exemple, comme ça va faire le lien avec cette troisième partie. On a pris l'exemple du compte Instagram de Solidarité Internationale. Vous voyez qu'il y a plusieurs stories qui sont mises à la une. En dessous, vous les voyez. C'est hyper intéressant pour vraiment garder des infos essentielles pour les personnes qui vont visiter votre profil. Voilà pour les petits conseils. Encore une fois, je le rappelle, vous allez pouvoir tout retrouver en replay si nécessaire. Je vais terminer sur les bonnes pratiques transverses pour résumer tout ça. Gardez en tête qu'un post égale un message. Vous pouvez aussi vous dire un objectif, un call to action, un appel à l'action, mais un post égale un message. N'hésitez pas à recycler votre contenu. Comme on le disait, ça marche pas que pour les associations, mais quand on a peu de moyens, quand je dis temps humain, le recyclage, ça marche bien. Vous pouvez prendre une vidéo que vous allez pouvoir publier sur divers réseaux sociaux. Vous allez pouvoir prendre un carrousel que vous allez pouvoir mettre sur Instagram et après sur LinkedIn. L'idée, il faut juste garder en tête que chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Donc, par exemple, le texte, il va falloir l'adapter. Peut-être qu'il y a un carrousel qui va cartonner sur Instagram et que vous ne pourrez pas publier sur LinkedIn parce que ça fait moins sens. Il va falloir tout adapter. Mais le recyclage, ça marche bien. Nous, on l'utilise, on le teste, ça marche bien. Juste garder en tête qu'il faut adapter le contenu au ton, au format de chaque plateforme. Et dernier conseil transverse, voilà, hop, c'est suivez l'évolution de vos KPIs, de vos chiffres clés, ça c'est certain. L'idée, c'est que grâce aux statistiques, vous allez pouvoir en savoir plus sur ce que aiment
ou pas votre communauté et vous améliorez ensuite sur vos prochains posts. Donc, analysez bien le taux d'engagement, la portée, les clics, les abonnés gagnés en fonction des périodes, en fonction des posts et ensuite adaptez votre contenu en fonction. Je pense que cette étude, l'étude qu'on a menée, qui est très complète, va aussi vous permettre de vous donner des clés par rapport à ça pour adapter votre contenu, les formats qui marchent le mieux, on l'a vu, et qui engagent le plus, avec le plus de taux d'engagement, etc. Donc, n'hésitez pas dans quelques slides à la télécharger si ce n'est pas encore fait. Je sais que Maureen avait mis le lien en commentaire. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Voilà pour tous ces conseils. J'espère que ça vous aura été utile. Et je passe la parole à Apolline et à Ménis pour la partie témoignage. Merci beaucoup. En effet, on trouvait que c'était intéressant donc de vous partager les résultats de l'étude, des bonnes pratiques, mais aussi d'avoir un témoignage terrain. Du coup, on a aujourd'hui Aménis qui est avec nous, qui est Social Media Manager de l'association Solidarité Internationale. Aménis, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce webinar. Du coup, on va parler un peu de l'association. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Solidarité Internationale, s'il te plaît? Yes, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous et merci aussi pour l'invitation, Jonathan et Apolline. Donc Solidarité Internationale, on l'a vu un peu avec une petite capture de notre compte Instagram. C'est une ONG humanitaire qui a été créée en 1980, donc qui est plutôt historique dans le secteur de l'humanitaire. On intervient en cas de crise humanitaire qui sont liées à des conflits, guerres, mais aussi à des catastrophes naturelles, au changement climatique et à des crises économiques. Donc c'est plutôt vaste comme champ d'action. Lorsqu'on intervient, on répond aux besoins vitaux des personnes qui sont affectées par les crises. Donc, on travaille sur l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture et l'accès aux abris. Encore une fois, c'est très large. On intervient dans 25 pays, plus de 25 pays aujourd'hui, donc principalement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. On est présent en Europe, en France, en Ukraine, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. Donc, on est plutôt étendu en termes d'intervention. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir notre site internet ou nos réseaux sociaux, pour en apprendre davantage sur l'asso. Exactement, merci beaucoup. Il y a le petit QR code que vous pouvez Oui, scanner c'est donc parfait. pour, aller sur le site internet directement pour plus d'informations ou pour faire un don. Merci beaucoup. On va parler maintenant de tes réseaux sociaux, des réseaux sociaux de Solidarité Internationale. Sur quel réseau, du coup, est-ce que l'association est présente? Alors sur les 5 qui sont affichés sur la slide avec les tailles de communautés associées, 5 à la fois c'est beaucoup, et à la fois c'est restreint quand on sait toutes les possibilités qu'on a en termes de positionnement. Là globalement, les réseaux sociaux sur lesquels on est, c'est des plateformes historiques sur lesquelles on était déjà depuis longtemps. Nous, on a décidé de capitaliser sur les audiences qu'on avait déjà et de travailler sur des contenus dédiés à chaque canal et à chaque audience. Donc, comme tu le disais, enfin vous le disiez tout à l'heure dans l'étude, mais on a sur chaque réseau des typologies de personnes assez différentes. Sur LinkedIn, c'est aussi là la raison pour laquelle on a une très grosse communauté, c'est qu'en fait, il y a un peu tout le monde. Il y a les personnes qui travaillent dans notre structure, on a plus de 3000 salariés dans le monde, les personnes qui ont travaillé par le passé, les personnes qui veulent travailler avec nous, des personnes du secteur, mais aussi les partenaires, les institutionnels, les politiques potentiellement. Donc voilà, c'est vraiment là où il y a le plus de personnes. Et en plus, c'est une plateforme vraiment mondiale utilisée partout dans le monde, un peu à la même échelle. Donc c'est là où on réussit à réunir le plus de personnes. Sur Facebook et sur Instagram, on est plutôt sur du grand public, donc moins des personnes du secteur de l'humanitaire. Facebook, on a une plus grosse communauté parce qu'en fait, c'est un réseau sur lequel on est présent depuis plus longtemps. Instagram tend à grossir tandis que Facebook tend à stagner. Et globalement, on est sur du grand public. Sur X, c'est un peu différent. On a des communautés qui ressemblent un peu à LinkedIn, mais il y a plus de partenaires, journalistes, politiques et moins de personnes de l'humanitaire. Et sur YouTube, on a un peu de tout. C'est plus un réseau institutionnel sur lequel on poste toutes les vidéos qu'on a à disposition. Ça reste une communauté qui est limitée parce qu'on ne produit pas forcément énormément de contenu dédié à YouTube. Voilà sur les réseaux sur lesquels on est présent. Ça fait beaucoup, comme je le disais, surtout qu'on essaye d'avoir des choses qui conviennent à chaque plateforme. On teste le recyclage. Il
vous en avez parlé, avec certains contenus, mais il faut quand même essayer d'adapter les descriptions, les dimensions qui vont pas forcément être les mêmes. On va exporter par exemple en PDF pour faire un carrousel sur LinkedIn et plutôt en PNG pour Instagram. Donc voilà, on recycle certes, mais on essaye d'adapter le ton et d'adapter les sujets en fonction des plateformes. Super, on voit que ça fonctionne avec ces tailles de communauté que j'ai devant les yeux et ça montre aussi, que les chiffres de l'étude sont assez représentatifs pour, ta communauté puisque c'est LinkedIn encore une fois qui domine, avec 270 000 abonnés, donc ce qui est une très, très belle communauté, on peut le dire. Est-ce que vous aviez testé d'autres réseaux auparavant ou est-ce que vous êtes toujours concentrés sur ces 5 réseaux? Alors, on a beaucoup veillé en fait sur les autres plateformes sans se lancer véritablement. Je pense notamment à TikTok, à Twitch, Blue Sky, Thread aussi. C'est des plateformes sur lesquelles d'ailleurs j'ai créé des comptes pour réserver le nom de marque de solidarité internationale. Je vous conseille de le faire. Donc on a des comptes qui existent avec une bio, etc. Mais c'est pas du tout des comptes qui sont alimentés. On veille quand même à l'évolution de ces plateformes-là et on réfléchit à potentiellement s'y lancer. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de me lancer sur un réseau juste pour le faire. Je pense que si on a une présence sur une plateforme, il faut avoir des contenus qui sont adaptés aux personnes qui sont présentes sur le canal et à leurs attentes, leurs usages. Donc, on y a pensé sans vraiment se lancer. Je pense notamment à TikTok, qui est un réseau quand même qui est utilisé par les associations. C'est un réseau sur lequel à mon sens, il faut avoir des contenus qui sont vraiment dédiés à TikTok, qu'on ne publierait pas forcément sur d'autres réseaux. Donc, du coup, ça demande du temps, ça demande d'analyser ce qu'on peut faire par rapport à nos sujets qui sont aussi très sérieux. Donc, voilà, c'est un peu complexe. C'est possible, mais c'est complexe. On a décidé de ne pas le faire parce qu'on pensait qu'on n'avait pas les ressources humaines et temporelles pour être présent de manière qualitative. Je pense à d'autres réseaux aussi. Vous en avez parlé, Blue Sky et Thread. On a étudié potentiellement le positionnement sur ces plateformes. Finalement, on a décidé de rester sur X. Donc ça, c'est aussi un sujet. Beaucoup d'associations se sont posé la question d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Nous, on a décidé, oui, de rester sur la plateforme pour continuer de délivrer nos messages de solidarité, d'humanité et d'avoir un peu une posture de résistance face au discours de haine et de repli sur soi. Voilà. OK. Mais donc, en fait, on n'a pas vraiment été présent sur d'autres réseaux que ceux-ci par le passé, même si on pense pour le futur à potentiellement en avoir d'autres. Et en avoir d'autres, ça veut peut-être dire en abandonner certains qui sont présents. Voilà. Oui, comme on disait tout à l'heure, vaut mieux avoir peu de réseaux, mais bien alimentés et bien structurés, plutôt que d'être présent partout pour au final, vivoter, on va dire, un peu sur chaque réseau, ce qui est pas forcément pertinent et performant et ce qui n'intéresse pas, forcément la communauté, sur chacun des réseaux. Donc, C'est ça. Parfait. c'est super intéressant et comme tu disais, en effet, c'est super intéressant aussi d'investir ces nouveaux réseaux juste pour, privatiser le nom de votre marque. C'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque sur les sites internet. Ça se fait maintenant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, à au moins réserver ce nom, même si vous ne comptez pas y aller de suite ou peut-être jamais, mais au moins c'est là, en backup. C'est clair, On et va puis ça permet aussi enfin, moi, ça m'a permis de découvrir aussi ces plateformes. Enfin, c'est intéressant de pouvoir voir et de pouvoir naviguer sur les applications ou sur les sites qui sont proposés et Ouais, voir ce qui de s'y connaître un passe peu davantage, et si c'est pertinent ou pas pour toi d'y aller, potentiellement après. clairement. Super. On va parler maintenant des formats de posts qui performent pour toi. Oui, j'en ai mis en avant 2, donc bon, c'est plutôt cohérent avec l'étude. Le premier, c'est le carrousel. Donc, c'est vraiment un format, d'une manière générale, hein, qui ne nous déçoit jamais. Notamment sur LinkedIn, le réseau sur lequel on a la plus grosse communauté. C'est vrai qu'on met beaucoup de carrousel en ligne et c'est toujours très performant. On essaye de les tourner avec des questionnements en première page ou avec voilà, des premières slides qui donnent envie d'aller voir les suivantes pour ensuite délivrer notre message. C'est un format qu'on utilise aussi sur Instagram, évidemment, parce qu'il y a le même
fonctionnement de slide et on pense que ça aide à aller voir le reste du contenu. On l'utilise aussi sur Facebook, même si on ne produit pas spécifiquement sur Facebook, on essaye de les poster sur cette plateforme-là. Après, sur Facebook, il faut faire attention au nombre de slides parce qu'elles n'apparaissent pas de la même manière, etc. Donc, ça demande quand même une petite adaptation. Voilà, sur ces carousels, on en publie de différentes manières. Il y en a qui comportent uniquement des images quand on met en avant une situation sur le terrain ou une action qu'on met en place. Mais souvent, moi, j'essaye de faire un mix justement entre images et texte. Donc, avec des textes qui permettent d'expliciter le contexte, de mettre en avant une action. Voilà, ça nous arrive quand on sort des communiqués de presse aussi à les décliner sous forme textuelle. Donc là, souvent, c'est que du texte. Ça dépend en fait, on joue avec les couleurs, avec ce qu'on a à disposition, parce que tu parlais tout à l'heure, Jonathan, de qualité, de photos, etc. Enfin, voilà, on sait qu'en tant qu'asso, on fait aussi parfois avec ce qu'on a. Et donc, des fois, on n'a que du texte, des fois, on n'a que de la photo, et des fois, on a un mix des deux. En tout cas, c'est un format que je vous conseille vraiment de tester. Je dirais que 4 slides, c'est bien pour débuter. On peut aller jusque 10. Je ne vous conseille pas plus parce qu'après, ça fait un peu long. Même si LinkedIn nous permet de faire plus et que sur Instagram, on peut aller jusque 20 maintenant. 4 à 10, ça paraît pertinent. Voilà. Ensuite, le second format qui performe assez régulièrement, c'est la vidéo. Donc la vidéo, mais pas n'importe quel type de vidéo. On a vu des exemples tout à l'heure dans la présentation, mais quand même des vidéos courtes. Donc courtes, le format Reel, globalement, c'est moins d'1 minute 30. On peut faire plus et nous, on fait souvent plus parce qu'on n'a pas le choix, on veut délivrer nos messages, on a beaucoup de choses à dire, mais quand même, pour les performances, je vous recommande moins d'1 minute 30. Dynamique, c'est-à-dire avec des textes qui peuvent arriver, qui peuvent popper, de la musique qui est entraînante. Voilà, quelque chose qui permet de ne pas avoir une vidéo qui est statique et qui pourrait lasser l'audience. Avec une accroche souvent, dès les premières secondes, pour donner envie de suivre le reste du contenu. Et aussi, je ne l'ai pas écrit, mais vraiment, il faut passer aux vidéos verticales, hein, les vidéos carrées, vidéos horizontales sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça n'est plus adapté comme on a beaucoup de personnes qui consomment via le téléphone. Donc voilà, ces vidéos qui répondent à ces critères, elles génèrent généralement beaucoup de vues. Et donc, c'est intéressant pour la visibilité. Il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, mais en tout cas, en termes de visibilité, c'est intéressant. Les algorithmes poussent ces formats et ça permet à nos assos d'être visibles à des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Voilà, donc nous, généralement, ces vidéos, on les produit pour Instagram, mais on les diffuse aussi sur Facebook et on les diffuse aussi sur YouTube en short. Et on a des performances assez intéressantes justement sur YouTube, où on arrive à avoir beaucoup de visibilité sur ces shorts. Donc voilà ce que je vous conseille. Après, je tiens à préciser que c'est vraiment, ce sont des conseils parce que c'est ce qui performe de mon côté. Il n'y a pas de vérité pour toutes les assos. Ça dépend vraiment déjà des plateformes sur lesquelles vous êtes présente, des sujets dont vous parlez. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre carrousel? Qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre vidéo? De l'actualité aussi. Donc voilà, c'est un tout à prendre en compte. Il faut tester et voir ce qui performe le mieux avec les gens qui vous suivent. C'est vrai, encore une fois, donc le carrousel et la vidéo qui chez toi aussi sont des top Ouais. tendances, on va dire. Au niveau du carrousel, je trouve ça fou que Facebook ne l'ait pas encore développé un peu au format de Instagram et LinkedIn, parce que c'est vrai qu'on le voit de plus en plus et c'est aussi ce que les algorithmes mettent de plus en plus en avant. Mais bon, qui sait, peut-être que ça viendra. Au niveau de la vidéo, c'est vrai qu'un peu tous les réseaux sociaux s'y sont mis et un peu tous au même format, comme tu disais, ce format vertical. On a les shorts sur YouTube, les reels sur Instagram, les TikTok, on a les reels sur Facebook aussi maintenant. C'est en même temps pratique, j'ai envie de dire, parce que comme tu disais, tu la crées pour un réseau social en particulier, mais tu peux la déployer de la même manière assez facilement sur les autres réseaux aussi. Donc c'est assez chouette. Est-ce que pour finir, tu aurais un petit conseil à donner pour performer en tant qu'association? Oui, j'en ai même 3. Globalement, ce que je vous conseille, c'est de varier les contenus. Alors, c'est facile à dire, encore une fois, ça va dépendre des ressources humaines que vous avez pour la communication dans votre association et notamment pour les réseaux sociaux. Mais il faut essayer de varier les contenus et
dans cette variation, moi, j'ai vraiment 3 conseils. Déjà, évidemment, c'est de mettre en avant vos actions concrètes. C'est évident, hein, nous, on est une association humanitaire. Il faut mettre en avant nos actions humanitaires sur le terrain pour montrer ce qu'on fait, pour visibiliser en fait l'objet juste de l'association. Quand on a des donateurs aussi, ça permet de montrer à quoi servent les dons. Donc c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Mettre en avant ces actions, c'est comme les marques marchandes qui mettent en avant leurs produits ou leurs services. C'est bien, mais les gens, ils ne vont pas vous suivre sur les réseaux sociaux pour ça. C'est le cas aussi de Swello. Hein, sur vos réseaux sociaux, si on vous suit, ce n'est pas uniquement pour connaître l'outil et ce que permet l'outil. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir le numéro 2 et le numéro 3. C'est tout ce qui est votre expertise, tout ce qui fait votre spécialité, votre opinion aussi, vos convictions, votre cause. En fait, c'est des choses qui doivent aussi ressortir dans les contenus. Et donc, en fait, il faut, au-delà de mettre en avant ces actions, faire du brand content. Donc, c'est ce que vous mettez en avant dans les différents exemples d'ailleurs. Mais en fait, il faut mettre en avant dans vos contenus ce qui fait que vous êtes expert de votre secteur. Donc, nous, en l'occurrence, on essaye de se positionner comme des experts de l'humanitaire. Donc, on essaye de mettre en avant des contenus qui décryptent des sujets de l'humanitaire sans forcément mettre en avant nos actions humanitaires. C'est un peu... Enfin, ça les met en avant de manière un peu cachée, mais ça permet aussi de mettre en avant notre secteur, de le faire connaître, de sensibiliser les personnes aux causes, aux crises sur lesquelles on intervient. Parfois, on fait des focus sur la crise humanitaire en République démocratique du Congo, pas forcément obligé de mettre en avant nos actions en République démocratique du Congo, mais le fait d'en parler, de montrer qu'on connaît la crise, met en avant le fait qu'on est des experts du sujet. Donc, c'est l'exemple pour l'association humanitaire dans laquelle je travaille, Solidarité Internationale. Mais si vous êtes une association dans la cause environnementale, la cause animale, la cause étudiante, toutes les causes en fait s'y prêtent. Vous pouvez mettre en avant en fait vos sujets sans forcément mettre en avant vos actions. Et en fait, c'est le fait de varier les contenus et d'avoir un peu de tout qui permet de garder les audiences sur le long terme, de les faire connaître davantage votre thématique, votre cause, et de penser à vous aussi quand elles veulent s'engager, elles veulent faire un don, elles veulent devenir bénévoles. Voilà, c'est un mix de tout, je pense, qui permet de mettre en avant votre identité et votre spécificité. Et je vois c'est ce que vous faites sur Swello aussi, avec notamment même ces webinaires, en fait. Vous mettez en avant les réseaux sociaux, les tendances digitales, et c'est pour ça que nous, on vous suit, parce que ça intéresse, au-delà de l'outil, évidemment, qui est intéressant et que j'utilise, mais c'est un tout qui permet de se positionner un peu en tant que média, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est pas abusé de dire média, mais voilà. C'est pas abusé. Merci pour cette réponse. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ton témoignage. C'était intéressant, c'était pertinent. Ça complète aussi l'étude qui a été faite et ça montre que, encore une fois, que Solidarité Internationale s'implique énormément dans les réseaux sociaux, et donc c'est agréable à voir pour les associations. Merci beaucoup. Ouais, Ce qu'on propose maintenant, c'est qu'il y a une petite partie questions, il y a une petite partie questions-réponses. Il y en a pas mal dans l'onglet. Si jamais vous en avez, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut nous les poser. Écoute, Aménis, on va commencer avec une question pour toi. Ah oui, voilà, je la voyais plus. Voilà, quels outils... Ah là là, quelle question. Ok, j'ai un peu choisi, j'avoue. Quels outils utiles, de manière générale, pas... Voilà. Utilises-tu pour planifier, pour automatiser la diffusion? Et de manière générale, si tu peux répondre aussi, quels sont tes outils favoris, ton top 3 dans ton quotidien? Voilà. Ça marche. Je vais faire dans l'ordre d'abord pour produire les contenus. Moi, je vous conseille des outils qui sont faciles à prendre en main et qui sont intuitifs. On sait que dans les associations, on n'a pas forcément beaucoup de ressources humaines, les personnes spécialistes de tout, etc. Des outils comme Canva ou autres. Enfin, moi, j'utilise Canva, mais il y en a d'autres.
qui permettent de créer du contenu rapidement. En plus, les associations, souvent, on a le droit à des tarifs asso, donc soit c'est moins cher, soit c'est gratuit et on peut faire pas mal de choses. D'une manière générale, je vous conseille d'aller sur des plateformes qui permettent vraiment de produire du contenu rapidement parce que sur les réseaux sociaux, ça va être consommé rapidement. Donc, il faut des choses qui soient rapides et intuitives et faciles d'usage. Une fois que vous avez produit les contenus, je vous conseille donc de les programmer en avance parce que c'est pas parce qu'on travaille dans une association qu'on travaille le soir, le week-end, etc. Donc, programmez vos contenus. Ça vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur votre planning réseaux sociaux. Donc, moi, j'utilise Swello, que je vous conseille aussi, et qui vous permet de programmer sur quasiment toutes les plateformes. Enfin, tu l'as présenté tout à l'heure, Jonathan. Et après, cette partie de programmation, il y a aussi toute la partie analyse. Donc, l'idée de tester des publications, c'est aussi ensuite de pouvoir analyser les résultats, de voir ce qui fonctionne plus ou moins et d'adapter ensuite sa présence sur les réseaux sociaux. Donc, Swello permet ça aussi. Et vous avez aussi la possibilité de voir ces résultats sur les plateformes en elles-mêmes. Par exemple, sur Meta, il y a un back-office qui s'appelle Meta Business Suite et qui permet d'avoir accès à pas mal de statistiques intéressantes. Merci beaucoup. Pendant qu'on répond aux questions, je me permets de mettre la petite slide si jamais vous voulez télécharger les résultats de l'étude qui a été réalisée. Et en seconde question, celle-ci me semble pas mal. Pertinente, oui. Les hashtags ont-ils vraiment un intérêt? On dit souvent qu'ils ne sont plus pertinents sur LinkedIn, par exemple. Alors, c'est vrai que les hashtags sont de moins en moins pertinents. C'est un peu le grand débat de l'année, on va dire. Alors, sur LinkedIn, c'est vrai que c'est pas, les hashtags, ça a jamais été quelque chose qui était forcément utile dans les publications. Il n'y a jamais eu ce type de communauté par hashtag comme on a pu avoir sur Instagram notamment, où sur Instagram, vous pouviez suivre les hashtags que vous souhaitiez, dont vous souhaitiez avoir les nouvelles, comme vous suivez un compte par exemple. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Instagram d'ailleurs a supprimé cette fonctionnalité. Euh, L'algorithme dit que désormais sur Instagram également, les hashtags ne sont plus pertinents et on passerait de plus en plus à des moteurs de recherche par mots-clés comme sur TikTok, où là c'était très performant, plutôt que vraiment par hashtag. Ça analyserait vraiment le texte plutôt que les mots-clés que vous mettez en fin de votre post. Je ne sais pas toi, Amélie, si tu utilises des hashtags ou si tu as utilisé des hashtags dans tes posts, comment tu vois les choses sur cette question-là? Alors j'en utilise, j'ai fait une veille il y a quelques années sur un peu les hashtags du secteur qui revenaient souvent. Donc j'essaye de les mettre. Alors après, c'est pas beaucoup de hashtags, ça reste limité. Je mets en avant par exemple le pays dont on parle. Si c'est une urgence humanitaire, par exemple en décembre, il y a eu un cyclone à Mayotte sur lequel on est intervenu. Bah voilà, j'ai mis quelques hashtags, mais je pense comme vous le disiez, hein, que la recherche par mots-clés tend à remplacer les hashtags. Il y a quand même des personnes qui les utilisent. Donc, si vous en avez quelques-uns qui sont identifiés, vous pouvez les garder. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire tout le contenu. Je pense que ça tend à disparaître. Voilà, après, ça ne va pas gâcher votre poste s'il y en a 2 ou 3 non plus. Donc, ça coûte rien d'en mettre, mais il ne faut pas non plus passer trop de temps à chercher les bons. Ouais, c'est aussi une de nos tendances là, de cette année où les hashtags sont en déclin d'après nous. Et c'est vrai que moi, je les utilisais pour mettre un mot en exergue, un peu en avant sur LinkedIn, mais je vous rejoins sur tout ce que vous avez pu dire. On a d'autres questions. Je me permets juste de répondre à celle-ci rapidement. Où Jean-Vincent, vous nous demandez si chez Swello, on propose une formule gratuite pour les assos sur Swello, tout simplement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait moins 50% pour l'ensemble de nos abonnements, pour nos assos. Et vous avez une formule gratuite qui est disponible aussi sur Swello, qui va être plus, je dirais, plus Light. petite, plus light. Voilà, exactement. Mais vous avez ces deux options-là. Formule gratuite et puis après, moins 50% pour les assos. Vous avez la page tout en bas à gauche de Swello sur les tarifs association. Une autre question, alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs. J'avais vu celle-ci qui pouvait être intéressante. Peut-être. Utilisez-vous l'IA pour les posts? Amélie, est-ce que toi, à Solidarité Internationale, tu utilises l'IA de plus en plus ou pas du tout?
Non, pas pour les posts. Alors c'est un vrai sujet, pas pour les posts, mais pour des sujets plutôt de brainstorming, pour des idées, dans la stratégie de communication, de choses qu'on pourrait potentiellement développer. Ça peut arriver, mais ça reste de manière, vraiment très ponctuelle. Après, j'ai vu la réponse là que vous écriviez sur la description. Oui, ça me paraît pertinent, par exemple, hein, de prompter, l'IA pour, lui demander, d'avoir une description qui donne envie de lire la suite et cetera. Par contre, sur tout ce qui est visuel, nous, on n'utilise pas du tout l'IA, notamment, pour visibiliser des choses qui existent vraiment. Enfin, c'est vraiment un no-go. C'est-à-dire qu'on n'utiliserait pas l'IA pour mettre en avant une crise humanitaire, alors qu'en fait, on a déjà des photos du terrain et que ce serait un peu contourner la réalité, etc. Donc ça, on ne l'utilise pas du tout. Voilà, l'usage de l'IA est à cadrer encore, hein, pour beaucoup d'associations, savoir voilà, ce qui est moral ou pas, ce qu'on peut faire ou non. En tout cas, nous, ça reste un usage vraiment très ponctuel pour peut-être des idées ou pour des sujets qu'on pourrait développer, etc. Mais plus sur le fond du contenu. En tout cas, sur la forme, ça reste dans nos mains pour le moment. Merci beaucoup. Une autre question, je te la pose à toi, Apolline, et ensuite aussi à Ménis, ce serait chouette d'avoir ton avis. On a parlé beaucoup des vidéos qui marchaient super bien. Et France nous demande, quid des vidéos sur LinkedIn? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Parce que ça fonctionne sur les autres réseaux, mais qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn par rapport aux vidéos en ce moment? C'est vrai que sur LinkedIn, on ne sait pas trop encore. Ils tâtent le terrain eux-mêmes. Ils avaient créé un onglet dédié aux vidéos qu'ils ont retiré peu de temps après. Donc, est-ce que c'est parce que c'était pour tester et que ça fonctionne et qu'ils vont le remettre et l'améliorer? Peut-être, peut-être pas. On n'a pas énormément de visibilité encore là-dessus. C'est vrai que nous, chez Swello, ça fonctionne plutôt bien quand même. Je pense que ça va, comme on disait tout à l'heure, si votre vidéo est percutante, pertinente et a une bonne accroche, globalement, elle devrait performer quand même sur la plupart des réseaux, si votre communauté déjà présente sur ce réseau est intéressée par ce que vous faites. Qu'en penses-tu, Ouais. Aménis? Oui, c'est vrai que j'ai vu beaucoup les tendances sur la mise en avant des vidéos sur ce réseau. C'est vrai que nous, initialement, on ne publiait pas forcément nos vidéos sur LinkedIn. On essaye, on le fait des fois. Quand, par exemple, une de nos vidéos met en avant une personne qui travaille chez nous, ça me semble pertinent, comme ça on peut l'identifier, etc. Ça fait un relais dans son réseau. Quand on a une vidéo qui est plutôt institutionnelle, par exemple, tous les ans en fin d'année, on sort une vidéo rétrospective sur nos actions. Ça fait sens de la publier sur LinkedIn. Mais je choisis, voilà, en fonction du sujet et en fonction de la tournure. Quand on fait des reels un peu humoristiques, on ne le publie pas sur LinkedIn, on reste plutôt sur Instagram et sur YouTube Short. Donc voilà, ça va dépendre vraiment du sujet, de la mise en avant, de comment la vidéo est construite. Donc on fait une sélection pour le coup. Sur YouTube, on publie toutes nos vidéos, sur Facebook et Instagram la plupart. Sur LinkedIn, ça dépend. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Quand vous voyez que dans la forme et dans le fond, ça se prête plutôt aux audiences de LinkedIn, allez-y, mais ne pas toutes les publier forcément. Et oui, comme on le disait, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, mais LinkedIn fait des tests en ce moment par rapport à la partie vidéo. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière question, qui est la question la plus votée. Euh, c'est la suivante. Combien de temps vous dédiez à la création de contenu par jour, par semaine? Quel est le temps en fait à dédier? Voilà, comment faire? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience, Amélis? Oui, c'est une question, enfin, c'est assez difficile à répondre, surtout Je que suis je sais d'accord. que les personnes qui assistent au webinaire sont membres d'associations. Et en fait, parfois, il y a même personne qui est en charge Ça de va la dépendre. communication. C'est voilà, c'est des bénévoles, etc. Moi-même, je suis bénévole dans certaines assos où j'essaye de produire du contenu. En fait, j'ai envie de dire, il faut faire aussi comme vous pouvez. Il ne faut pas se mettre une charge. Je voyais qu'il y avait aussi une question sur la récurrence des publications. En Ouais. fait, ça va dépendre aussi de la possibilité que vous avez. Faut pas faire pour faire, si ça vous prend du temps. Et voilà, la communication, ça reste une fonction support de la cause de votre structure. C'est bien de mettre en avant votre structure, mais il faut le faire avec les moyens que vous avez à disposition. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous pouvez faire. Je pense que ce qui est intéressant pour avoir du contenu de qualité, c'est de pouvoir visibiliser vos actions, comme je vous le disais. Donc,
essayer de vous rendre sur le terrain. Bon, nous, on a des photographes qui prennent des photos dans les pays dans lesquels on intervient, mais si vous agissez dans votre quartier, si vous avez une asso locale, c'est bien de pouvoir vous rendre sur les lieux d'action pour pouvoir mettre en avant en photo et en vidéo ce qu'il y a. Et après, en fonction du temps que vous avez à disposition, essayer d'adapter et de transformer ces contenus que vous avez pris pour les différents réseaux sociaux, en essayant, comme je le disais dans mes conseils, de mettre en avant les actions, mais aussi de mettre en avant votre expertise, votre opinion. Si parfois il y a une actualité, vous pouvez réagir à celle-ci parce que vous êtes en lien avec le sujet. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. En fait, je n'ai pas de réponse vraiment juste. Ça va dépendre des structures. Il y en a certaines qui ont des services communication avec 20 personnes. Il y en a certaines où il y a une seule personne ou que des bénévoles. En fait, il faut faire vraiment en fonction de ce que vous pouvez, en essayant de suivre les conseils partagés dans l'étude, mais sans non plus vous mettre une charge énorme sur l'aspect communicationnel. Ce qu'on peut rajouter aussi, je pense, c'est peut-être la régularité. Vaut mieux, je pense, publier un post par semaine où vous savez que vous avez le temps de le créer et de bien le créer, plutôt que de vous dire je vais créer un post par jour, où là, vous allez vous retrouver débordé et où au final, vos posts seront peut-être pas forcément plus mis en avant non plus par les algorithmes. Donc vraiment, vous focalisez sur ce que vous pouvez faire. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Écoutez, il est 11h58. On est pile poil dans les délais, donc c'est parfait. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aménis, pour tes réponses, pour ta présence. Merci, Apo, pour la préparation de cette étude qui est vraiment géniale. Bravo, c'est vraiment trop, trop chouette. Et merci pour ce webinar. Bravo aussi à tous et toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour votre investissement dans les associations. C'est vraiment trop, trop chouette. Je me permets de remettre la slide de solidarité. Hop, voilà. Solidarité Internationale, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette association-là, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, bien sûr. Ça vous permettre Sur les d'en savoir un 5. petit peu plus sur les 5 qu'on vous a montrés. Vous avez les liens. Maureen vous avez mis les liens dans le petit chat. Mais oui, on voulait vous dire aussi bravo au nom de l'équipe Swello. C'est vrai que nous, la partie associative est aussi très importante chez nous. On essaie vraiment de donner un budget pour faire des dons en fait à chaque membre de l'équipe pour que chaque personne puisse l'investir dans une association pour soutenir une association qui lui tient à cœur. Et voilà, c'est important pour nous aussi ces sujets-là, outre les réseaux sociaux, outre les statistiques qui sont très intéressantes. C'est vrai que c'est hyper important. Donc bravo, merci. Et puis ce webinaire sera à retrouver en replay. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Et un bon appétit. Et un bon appétit, bien sûr. Merci Merci à tous. beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, salut.